Ma fille a eu 10 ans la semaine dernière. Elle est restée assise près de la porte d'entrée pendant presque 9 heures, vêtue de la robe rose à paillettes qu'elle avait choisie elle-même, les cheveux coiffés comme son père aimait, tenant dans ses mains le cadeau qu'elle avait fabriqué pour lui avec du papier cartonné et de la colle à paillettes. Elle a attendu, encore et encore. Chaque fois qu'une voiture passait devant la maison, elle se redressait, pleine d'espoir. Son petit visage s'illuminait un instant, puis retombait quand la voiture ne s'arrêtait pas. Il avait promis. Il lui avait dit. Cette année, ma puce, je serai là cette fois. À 15 heures précises. À 20h30, je n'en pouvais plus. Le gâteau fondait. Les bougies avaient été allumées et soufflées 2 fois, une fois par accident, une autre à cause du vent. Je suis allée vers elle et j'ai dit. Allez, Mera. On souffle les bougies toutes les deux, juste toi et moi. Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois de la journée, sa voix s'est brisée. D'accord. Nous avons marché jusqu'à la table. J'ai rallumé les bougies. Nous nous sommes tenus la main. Elle a fermé les yeux. Juste au moment où nous nous penchions, la sonnette a retenti. Mera s'est figée. Je l'ai sentie aussi, cette lueur d'espoir impossible. Elle a couru vers la porte. Je l'ai suivie de près. Mais quand elle l'a ouverte, ce n'était pas lui. C'était un inconnu. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant, debout sur notre perron, vêtu d'une veste bleu marine, tenant un paquet cadeau et une lettre. « Êtes-vous Janelle Ruiz ?» a-t-il demandé doucement. « On m'a demandé de vous remettre ceci aujourd'hui pour votre fille. » J'ai pris l'enveloppe de sa main. Mes doigts tremblaient avant même que je ne l'ouvre. Et quand j'ai lu ce qu'elle contenait, j'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus car les mots dans cette lettre ont bouleversé tout ce que je croyais savoir sur le père de Mera. Sur le genre d'homme qu'il était vraiment, et ce qu'il avait laissé derrière lui. J'étais debout depuis 5 heures ce matin-là. Pas parce que je devais, mais parce que je n'arrivais pas à dormir. Les anniversaires ont toujours été compliqués chez nous, surtout ceux de Mera. Son père avait manqué les 2 derniers, et je ne voulais pas admettre à quel point j'espérais que celui-ci serait différent. Je me tenais dans la cuisine, en train de glacer le gâteau que j'avais préparé la veille, vanille aux fraises, son préféré. Mera avait dessiné le décor elle-même, un arc-en-ciel au-dessus d'un carnet à croquis, avec les mots « double chiffre » en grandes lettres colorées. Elle fêtait ses 10 ans. Elle le disait comme si ça signifiait qu'elle entrait dans le monde, qu'elle devenait quelqu'un. Je le voyais dans ses yeux, dans sa posture plus droite, sa voix plus assurée, même dans la robe de fête qu'elle avait choisie un mois plus tôt. Rose, avec de petites étoiles sur les manches. Elle s'est réveillée vers 7 heures et est entrée dans la cuisine, encore en train de se frotter les yeux, mais souriante, ce sourire lumineux et inarrêtable qu'elle avait toujours quand son père faisait une promesse. Il a dit 15 heures, hein maman? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas menti. C'est ce qu'il avait dit. Elle a tourné sur elle-même lentement, la voix emplie de rêve. Tu crois qu'il la portera? Le carnet à dessin de la boutique d'art de New York? Elle lui en avait parlé une fois au téléphone, 3 mois plus tôt. Il avait dit qu'il essaierait. Je suis sûre qu'il apportera quelque chose de spécial, ai-je répondu, en remuant la pâte des petits gâteaux qu'elle emporterait à l'école le lendemain. Je gardais une voix légère, mais mon estomac était noué. Mera n'a presque rien mangé au petit déjeuner. Elle était trop excitée. À 9 heures, elle était déjà habillée et avait déplacé sa petite chaise près de la fenêtre du salon. Elle s'est assise en tailleur, dessinant dans son vieux carnet, s'arrêtant seulement pour lever les yeux à chaque passage de voiture. Je l'observais depuis le couloir, faisant semblant d'être occupée à décorer. J'ai accroché la banderole d'anniversaire qu'elle avait fabriquée avec de la ficelle et du carton. Chaque lettre était colorée à la main. Elle avait même ajouté « Bienvenue papa » en marqueur doré sous le panneau principal. La maison semblait plus chaleureuse avec son rire qui rebondissait sur les murs. Mais elle paraissait aussi fragile, comme si un seul mot de travers pouvait tout faire s'effondrer. Ça a toujours été comme ça avec Damon. Nous nous étions séparés il y a 3 ans officiellement, du moins. La vérité, c'est qu'il nous avait quittés bien avant cela. Une promesse rompue à la fois. D'abord les dîners manqués. Puis les fêtes. Puis les anniversaires. Mais peu importe le nombre de fois où il a déçu Mera, elle n'a jamais cessé de croire qu'il changerait. Elle portait l'espoir comme s'il était cousu dans son cœur. Et je la laissais faire, parce que je n'avais pas la force de le lui enlever. À midi, elle m'a demandé de préparer les bougies. Juste au cas où il arriverait en avance, a-t-elle dit. Elle les a alignées sur le gâteau, les comptant 2 fois. Je les regardais depuis l'encadrement de la porte,
ses petits doigts ajustant la dernière bougie pour qu'elle soit parfaitement droite. J'ai veillé à ce que mon téléphone soit bien chargé. Je vérifiais sans cesse s'il y avait des messages. Rien. Je ne voulais pas l'admettre, mais moi aussi j'attendais. Je me détestais pour ça. Après tout ce que Damon nous avait fait subir, je m'accrochais encore à ce mince espoir qu'il viendrait, juste une fois, comme il l'avait promis. Qu'il nous surprendrait toutes les deux. À 2 heures, elle faisait les 100 pas. À 3 heures, elle était collée à la fenêtre. Elle répétait, c'est pour bientôt. Et je répondais, j'en suis sûre. Les membres de la famille ont commencé à appeler ma sœur, ma mère, ma cousine Laura. Ils voulaient chanter, joyeux anniversaire, voir le sourire de Mera. Ils ont demandé si Damon venait. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai omis la partie probablement pas. Cette année-là, Mera n'a pas demandé de cadeau. Elle ne se souciait ni des jeux, ni du gâteau, ni des ballons. Elle ne voulait qu'une seule chose. Elle voulait que son père franchisse cette porte et lui dise qu'il se souvenait. Qu'elle comptait. C'était ça, le plus dur. La regarder attendre avec ce grand sourire plein d'espoir. Regarder le temps s'étirer pendant que son visage changeait lentement de l'excitation, à l'incompréhension, puis à la déception silencieuse. Et pourtant, elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là, simplement, à regarder par la fenêtre, son carnet à dessin sur les genoux, la banderole flottant derrière elle à chaque fois que la porte s'ouvrait ou se refermait. Et moi, je me tenais derrière elle, impuissante face à ce qu'elle ne comprenait pas encore. À 15h15, j'avais perdu le compte du nombre de fois où Mera s'était levée puis rassis. Le bruit des voitures qui passaient était devenu un fond sonore, mais elle continuait à vérifier. Ses yeux suivaient chacune d'elles avec ce même petit éclat d'espoir. Ça faisait mal à voir. Je suis restée plus longtemps que nécessaire dans la cuisine, faisant semblant de nettoyer le plan de travail, à l'affût du moindre bruit de portière ou de pas sur le perron. Mais rien. J'ai regardé mon téléphone à nouveau. Toujours aucun message, aucun appel manqué, même pas un misérable message vocal. J'ai fixé son nom dans mes contacts pendant un long moment, le pouce suspendu au-dessus du bouton d'appel, avant d'éteindre l'écran. S'il devait venir, il serait déjà là. J'ai jeté un œil dans le salon. Mera était toujours à la fenêtre, les bras entourant ses genoux. Le carnet de croquis était tombé à côté d'elle, oublié. Elle ne dessinait plus. Je me suis approchée, me suis agenouillée à ses côtés, et j'ai posé une main sur son épaule. « Et, ma chérie, ai-je murmuré. Et si on faisait le gâteau maintenant? On peut encore appeler mamie et tout le monde. » Elle a secoué la tête sans me regarder. « Pas encore. » Sa voix était posée, mais ses yeux étaient brillants. Elle s'est essuyé le nez avec la manche de sa robe et a repris son carnet sans l'ouvrir. « Il a dit qu'il viendrait, maman, a-t-elle chuchoté. Il me l'a dit au téléphone. Il avait promis. J'ai hoché la tête, incapable de lui répondre. Il était près de 16h30 quand elle m'a demandé si elle pouvait sortir une chaise. Je l'ai aidée à la porter jusqu'au perron. Elle s'y est assise comme si elle gardait quelque chose de sacré. Elle a refusé d'enlever le chapeau d'anniversaire que je lui avais posé plus tôt sur la tête, même s'il commençait à se plier et à perdre sa forme. Elle gardait sur ses genoux la carte d'anniversaire qu'elle avait dessinée pour son père. J'ai sorti une couverture quand le vent s'est levé, les bordée autour de ses épaules comme un bouclier. À un moment, un camion de livraison s'est arrêté dans l'allée de notre voisin. Mera s'est levée si vite que la carte a volé de ses genoux. Son visage s'est illuminé d'une joie si soudaine que j'en ai eu le souffle coupé. Elle a couru jusqu'au bord du perron, tendant le cou, espérant que ce soit lui. Mais ce ne l'était pas. Elle est revenue lentement, a ramassé sa carte, et s'est rassise sans un mot. À 17h30, elle n'avait toujours pas bougé. Je lui ai apporté une part de gâteau et l'ai posée sur la rambarde. Elle n'y a pas touché. Je me suis assise à côté d'elle. J'avais besoin d'être près d'elle, même si je ne pouvais pas dire ce que je voulais vraiment dire. Que Damon ne viendrait pas. Qu'il n'en avait jamais eu l'intention. Que je ne comprenais pas quel genre d'homme promettait le monde à son enfant pour ensuite disparaître comme un fantôme. Je crois qu'il a peut-être été coincé dans les embouteillages, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais plus mentir. Elle m'a regardé du coin de l'œil. Ou peut-être que son téléphone s'est déchargé. Ou peut-être que... Je l'ai arrêté doucement. Mera. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant quelque chose. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Sa lèvre a tremblé et elle a hoché la tête rapidement, comme si elle voulait me croire, mais n'y arrivait pas vraiment.
Elle a appuyé sa tête contre mon bras, et j'ai embrassé ses cheveux. À 18h45, le vent s'était levé à nouveau. Les bougies que nous avions mises sur le gâteau ne cessaient de s'éteindre. Je les ai rallumées 2 fois. Mera avait enfin accepté de rentrer, même si ses yeux restaient fixés sur la porte d'entrée. Les invités que nous avions conviés, surtout la famille et quelques enfants du quartier, étaient partis depuis longtemps. Tout le monde disait comprendre, mais je percevais la pitié discrète dans leur voix. Ils étaient bien intentionnés, mais je détestais ça. J'ai posé le gâteau sur la table. Le glaçage commençait à fondre sur les bords. Mera se tenait derrière sa chaise, s'y accrochant comme si elle l'ancrait au sol. J'ai souri, même si ma poitrine me faisait mal. Prête à faire un vœu? Elle a regardé les 10 bougies vacillantes. Sa voix était à peine un souffle. Je peux attendre encore 5 minutes? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 20h40. Je n'avais pas envie de dire oui. Je ne voulais pas lui donner encore plus de cordes pour y accrocher ses espoirs. Mais j'ai acquiescé quand même. 5 minutes de plus, ai-je dit. Parce que malgré tout, moi aussi, j'espérais encore. Il était 20h45 quand j'ai pris ma décision. Mera s'accrochait toujours au dernier fil d'espoir, et je voyais ce fil s'effilocher. Elle se tenait silencieusement à côté de la table, les yeux fixés sur les 10 minuscules flammes qui vacillaient dans l'obscurité croissante. Ses épaules étaient affaissées. Ses lèvres serrées comme si elle retenait quelque chose qui se briserait si elle le laissait s'échapper. J'ai pris le briquet une dernière fois et rallumé les 2 bougies qui s'étaient éteintes. Puis je les regardai. Mon cœur, ai-je dit doucement. On a attendu toute la journée. Je crois qu'il est temps qu'on souffle les bougies ensemble. Elle n'a rien dit d'abord. Puis elle a hoché la tête, lentement, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait plus l'énergie de protester. Je sentais le poids de la journée dans la pièce. Toute la journée, on avait jonglé entre espoir et déception. Et maintenant, la balance penchait. Mera s'est avancée et s'est assise à la table sans dire un mot. Elle a posé ses mains sur ses genoux et a fixé les bougies. Je me suis tenue à côté d'elle et j'ai posé la main dans son dos. Tu peux toujours faire un vœu, ai-je dit. Les vœux ne doivent pas forcément concerner quelqu'un d'autre. Ils peuvent être rien que pour toi. Elle m'a regardée. Je ne veux pas faire de vœux pour quoi que ce soit. Je ne l'ai pas forcé. J'ai simplement hoché la tête et pris une inspiration. Très bien alors. On va juste les souffler ensemble. Nous avons compté jusqu'à 3. Elle s'est penchée. Je l'ai suivie. Juste au moment où nous allions souffler, la sonnette a retenti. Elle n'était pas forte, mais elle a déchiré le silence comme un cri. Mera se figea en plein souffle. Sa tête se tourna brusquement vers la porte. Elle renversa sa chaise en essayant de se lever. Les bougies furent oubliées. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins de quelque chose qui avait vacillé toute la journée, mais qui s'était maintenant embrasé. Maman, c'est lui. Ça ne peut être que lui. Elle s'élança avant que je puisse dire un mot. Je la suivis de près, le cœur battant. Je ne voulais pas bouger trop vite, mais je ne pouvais pas rester immobile. Chaque partie de moi espérait et craignait à la fois. Et si c'était lui? Et si ce ne l'était pas? Mera atteignit la porte et l'ouvrit à la volée. Mais ce n'était pas Damon. C'était un homme que je ne connaissais pas, la quarantaine bien entamée, bien habillé, les cheveux châtain clair avec une mèche grise à la tempe. Il portait une veste bleu marine et tenait dans une main un sac cadeau de taille moyenne, dans l'autre une enveloppe blanche scellée. Son expression était calme, mais ses yeux s'adoucirent en posant le regard sur Mera. « Bonjour, dit-il doucement. Vous êtes Janelle Ruiz ?» Je fis un pas en avant et posai une main sur l'épaule de Mera. « Oui, c'est moi. On m'a demandé de vous remettre ceci aujourd'hui, dit-il en tendant le sac cadeau et l'enveloppe. C'est pour votre fille. De la part de Damon Ruiz. Le nom me frappa comme une gifle. Mon souffle se coupa, et je ne tendis pas tout de suite la main vers l'enveloppe. Qui êtes-vous? Demandai-je. Je m'appelle Kyle Bennett. J'étais un ami de Damon. Il m'a demandé d'apporter ceci chez vous aujourd'hui. Il a été très précis sur la date et l'heure. Mera leva les yeux vers moi, déconcertée, son expression oscillait entre espoir et incertitude. « Est-ce qu'il va venir ?» demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. Kyle hésita, puis secoua la tête. « Non, ma chérie. Il ne viendra pas aujourd'hui. » Il me tendit l'enveloppe, et je la pris enfin. Mes doigts tremblaient. C'était l'écriture de Damon. Je l'aurais reconnu entre mille.
Merci, dis-je, à peine capable d'articuler les mots. Kyle hocha la tête et adressa à Mera un petit sourire. Joyeux anniversaire, Mera, dit-il doucement. Ton papa t'aimait très fort. Puis il se retourna et s'éloigna, nous laissant là, debout dans l'encadrement de la porte. Je fixai l'enveloppe. Mera serrait le sac cadeau contre sa poitrine comme s'il contenait la réponse à toutes les questions qu'elle n'avait pas osé poser de la journée. Nous sommes rentrés. Je l'ai conduite jusqu'au canapé, et nous nous sommes assis ensemble. Je tenais l'enveloppe à 2 mains, j'ai respiré un bon coup, puis je l'ai ouverte. J'ai déplié la lettre lentement, avec précaution, pour ne pas la déchirer. Le papier était épais, lisse, le genre de papier qu'on utilise quand on veut que quelque chose dure. Mera s'était rapprochée, son épaule frôlant la mienne. Elle n'avait toujours pas ouvert le sac cadeau. Ses yeux étaient rivés sur la lettre dans mes mains. Tout en haut, de l'écriture de Damon, il y avait ces mots. À ma fille Mera, pour ton 10e anniversaire. J'ai commencé à lire à voix haute, la voix tremblante. Mera, je sais qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire, et si les choses étaient différentes, je serais là, avec toi. Je te remettrai ce cadeau moi-même. Je te serrerai si fort que tes cheveux colleraient à mon pull. Mais la vie ne m'a pas laissé plus de temps. Je fis une pause et baissai les yeux vers elle. Ses mains s'étaient crispées sur les poignées du sac, ses jointures blanches. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, et elle fixait droit devant elle comme si elle s'efforçait de ne pas cligner des yeux. Je repris la lecture. Je suis malade, Mera, depuis un moment déjà. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, alors je n'ai rien dit. Je pensais avoir plus de temps. Mais la vérité, c'est que quand je t'ai fait cette promesse, je croyais pouvoir la tenir. Je croyais que j'allais guérir. Je me suis trompée. Ma poitrine se serra. J'avais pressenti qu'il y avait quelque chose au cours de l'année passée, mais je ne m'attendais pas à ça. Pas à une fin aussi définitive. Ta maman est plus forte que je ne l'ai jamais été. Elle t'a porté à travers des épreuves que tu n'aurais jamais dû avoir à traverser. Écoute-la. Fais-lui confiance. Elle ne te mentira jamais. Ma voix se brisa, mais je continuai. Les yeux de Mera se remplissaient de larmes, mais elle ne détournait pas le regard. Ce n'est pas un adieu, Mera. Je suis avec toi dans chaque dessin que tu fais, chaque rire qui ressemble à celui de ta maman. Chaque fois que tu as l'impression que personne ne voit à quel point tu es spécial. Moi, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je ne savais juste pas toujours comment te le montrer. Je cessais de lire. Je ne pouvais pas aller plus loin sans que ma voix ne se brise complètement. Je lui tendis la lettre, et elle la prit comme un trésor précieux. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne demanda pas pourquoi il ne lui avait rien dit plus tôt. Elle resta simplement assise là, les yeux pleins, immobile. Enfin, elle murmura. Il est parti. Je hochai la tête. Oui, ma chérie. Il est parti. Elle ouvrit lentement le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un carnet à dessin relié, exactement celui qu'elle avait demandé. Son nom était gravé en argent sur la couverture, Mera Ruiz. Glissées à l'intérieur de la couverture se trouvaient 3 pages de dessin, tous dans le style familier de Damon. Ce n'étaient pas des œuvres parfaites ni finies, mais elles débordaient de vie. L'un montrait tous les deux se tenant par la main, avec sa couronne d'anniversaire sur la tête. Un autre la représentait assise sur une balançoire, les yeux tournés vers le ciel. Le dernier était un autoportrait de Damon, souriant, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis fière de toi ». Mera toucha le papier comme si elle craignait qu'il disparaisse. Sa lèvre inférieure trembla, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle fit glisser ses doigts le long des traits du dessin, puis referma doucement le carnet et le serra contre sa poitrine. « Je croyais qu'il m'avait oublié, dit-elle. Je l'enlaçai tendrement. Il ne t'avait pas oublié. Il ne savait simplement pas comment être ce dont tu avais besoin. Mais je crois qu'à la fin, il a essayé. Nous sommes restés là, toutes les deux, assises sur le canapé. Pas de musique, pas de gâteau. Juste une peine silencieuse, de celle qui n'a pas besoin de mots, la sorte de douleur qui brise le cœur, mais libère aussi quelque chose au fond de soi. Dehors, le vent s'était levé. Les bougies sur le gâteau étaient éteintes depuis longtemps. Mais cela n'avait plus d'importance. Mera murmura. J'ai envie de dessiner maintenant. Elle ouvrit le carnet et tourna jusqu'à une page blanche. Je la regardai faire glisser son crayon sur le papier, lentement, régulièrement, comme si elle répondait à un message. Mera remplit ce carnet plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé.
Chaque soir après l'école, elle s'asseyait à la table de la cuisine, la tête penchée, concentrée au point que le reste du monde semblait s'effacer. Parfois, elle dessinait des souvenirs. Parfois, ce qui lui manquait. Et parfois, elle recouvrait simplement les pages de couleur, couche après couche, jusqu'à ce que le papier en soit alourdi. Elle ne demanda jamais pourquoi Damon ne lui avait rien dit plus tôt. Elle ne le blâma jamais à voix haute. Mais je voyais les questions dans ses yeux, surtout au cours des premières semaines, quand nous passions devant le parc où ils allaient ensemble, ou quand son nom surgissait dans une conversation. Il y eut des jours où la tristesse lui pesait lourd sur la poitrine, et je n'essayais pas de la lui ôter. Je restais simplement à ses côtés, en silence, lui tenant l'espace jusqu'à ce qu'elle se sente assez forte pour parler. Un soir, environ un mois après son anniversaire, je la trouvai dans sa chambre, tenant à nouveau la lettre. Elle l'avait lue tant de fois que les plis commençaient à s'user, à s'effilocher. Elle leva les yeux vers moi et demanda. « Tu crois qu'il le pensait vraiment? Qu'il était fier de moi ?» Je m'agenouillai à côté d'elle et la regardai droit dans les yeux. « Oui, » répondis-je. « Je crois qu'il pensait chaque mot. » Elle hocha la tête et ne posa plus de questions. Le deuil, j'ai appris, ne se manifeste pas toujours par des sanglots bruyants ou des scènes dramatiques. Parfois, il se cache dans de petites pauses. Dans la façon dont elle hésitait avant d'éteindre la lumière? Dans les dessins où la silhouette de son père semblait plus éloignée que les autres? Dans la chaise vide qu'elle laissait à côté d'elle pendant sa pièce d'école? Mais peu à peu, tout doucement, ce chagrin s'est adouci. Il n'a pas disparu, mais il a cessé de trancher aussi violemment. Elle a recommencé à parler de lui. Non plus comme d'une blessure, mais comme d'une personne qu'elle avait connue, aimée, et perdue. Quelques semaines plus tard, elle apporta son carnet à l'école pour le montrer à la classe. Elle lut la lettre à voix haute et leur expliqua, sans larmes, que son père avait été malade, mais qu'il l'aimait assez pour lui envoyer un message, même s'il ne pouvait plus être là. Son institutrice m'a appelé après. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas un seul œil sec dans la pièce. Mais ce qui l'avait le plus touché, ce n'était pas la tristesse. C'était la force de Mera. Sa lucidité. La confiance tranquille d'une enfant qui avait trouvé la paix dans la vérité. Quant à moi, j'ai lutté avec mes propres émotions pendant des années. J'ai porté la colère contre Damon comme un fardeau. Je lui en voulais pour chaque récital manqué. Chaque histoire du soir que j'ai dû lire seule. Chaque fois que Mera me demandait quand il appellerait. Je croyais m'être endurcie. Mais cette lettre a fissuré quelque chose en moi aussi. Il avait fait des erreurs, de grandes erreurs. Il l'avait laissé tomber d'une manière que je ne comprendrai jamais complètement. Mais à la fin, il a fait quelque chose de juste. Il lui a donné ce que chaque enfant mérite. Sa vérité. Un message d'amour. Et un dernier souvenir qui n'était pas un abandon. C'était un effort. Une présence, même si ce n'était que par l'encre sur du papier. Parfois, je me demande ce que Damon penserait s'il voyait Mera aujourd'hui. Pas seulement ses dessins qui sont devenus plus détaillés, plus expressifs à chaque page. Mais aussi la façon dont elle entre dans une pièce. La façon dont elle affirme sa voix. La façon dont elle accepte sa vulnérabilité, sans honte. Je crois qu'il serait fier. Et je crois qu'il regretterait de ne pas avoir été là pour le voir. Le jour où elle a terminé la dernière page du carnet, elle me l'a tendu sans un mot. J'ai feuilleté les dessins, jusqu'à m'arrêter sur un, près de la fin. C'était un dessin de nous deux. Nous étions assises sur le canapé, nos bras l'une autour de l'autre, la lettre posée sur ses genoux. Au-dessus, elle avait écrit. Je n'ai pas vu l'anniversaire que j'espérais, mais j'ai eu celui dont j'avais besoin. Ce soir-là, nous avons rallumé les 10 bougies. Pas parce que nous attendions quelqu'un cette fois-ci. Juste parce que nous en avions envie. Nous les avons soufflées ensemble. Non pas comme deux personnes espérant qu'il viendrait. Mais comme une mère et une fille qui avaient appris à avancer sans lui. Et à laisser l'amour rester, malgré tout. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si elle vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, cela aide d'autres personnes à découvrir des récits comme celui-ci. Si vous avez déjà attendu quelqu'un qui n'est jamais venu, ou si vous avez trouvé une guérison inattendue de manière surprenante, partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et vos mots pourraient aider quelqu'un à se sentir un peu moins seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires vraies, sincères et humaines, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. De ma famille à la vôtre, merci d'être là.